bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve pour ce nouveau live du mardi soir sur Disney 100, le concert événement. Et ce soir, je serai accompagné de David, Chris, Thomas et Laura. Et je vais leur laisser se présenter en commençant par Laura. Bonsoir à tous, moi je suis Laura et je suis modératrice sur notre forum Disney Central Plaza. Parfait, on va enchaîner avec David. Salut à tous, je suis David, alias Dash, l'administrateur de Disney Central Plaza, et je suis aussi l'un des directeurs éditoriaux du site Chronique Disney. Parfait, ensuite Chris. Bonsoir tout le monde, moi c'est Chris ou Crystal sur Disney Central Plaza où je suis aussi modératrice et je fais aussi partie de l'équipe Instagram de Chronique Disney. Et on va finir avec notre invité de ce soir, Thomas, qui va se présenter. Oh là là, mais quel plaisir! Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous trois, à vous quatre. Moi, je m'appelle Thomas, je suis membre de Disney Central Plaza et fervent lecteur de Chronique Disney depuis 2003. Mon pseudo sur le forum, c'est Itreza et à mon œuvre, j'ai l'organisation des tout premiers meetings sur le forum, l'association Ohana, la première du nom. Je suis un vieux de la vieille, je viens épisodiquement sur le forum à l'occasion et je consulte comme tout le monde à l'occasion Chronique Disney quand j'ai besoin de lire ces chroniques piquantes et croustillantes. Et je suis ravi d'être là ce soir pour vous parler du concert Disney 100 de l'intérieur, puisque j'ai eu la chance de faire partie du chœur, notamment sur les 2 concerts de Paris, la Défense Arena. Donc voilà, je serais ravi de partager avec vous les coulisses de cette démesure. Et bah parfait, avant de commencer, on va se mettre une petite bande-annonce de ce concert et on se rejoint tout de suite. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, on s'avale
Et voilà, donc ce soir, nous allons parler de ce concert et je vais donner la parole à Laura pour nous introduire un petit peu ce que c'est le concert qui Disney 100. Et donc, à toi, Laura. Alors, du coup, à l'occasion des 100 ans, il y a effectivement eu un concert Disney. Il y a eu 2 dates exceptionnelles à Paris La Défense Arena les 11 et 12 novembre dernier. Et il va y avoir justement une tournée nationale qui a déjà commencé le 16 novembre et qui se terminera le 30 décembre avec 21 dates. Pour citer quelques villes, il y a Reims, Strasbourg, Bordeaux, Rouen, Lille et Amiens, par exemple. Alors, ça a été produit par G1 Prod. Et l'orchestre symphonique était Symphonia Pop Orchestra, dirigé par Constantin Ritz. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, son nom. Ritz. Ritz, ok. Ritz, qui est aussi le chef d'orchestre de l'opéra de Massy, pour info. Alors, du coup, à Paris, en tout cas, il y avait plus de 500 artistes pour une durée de plus de 3 heures, avec plus de 150 musiciens, 350 choristes, danseurs, chanteurs solistes, groupes de rock et de jazz. Pour la tournée nationale, on est plus sur du 100 artistes sur scène et un peu plus court au niveau de la durée. Alors, il faut savoir que la Défense Arena est la plus grande salle d'Europe qui peut accueillir jusqu'à 45 000 personnes. En plus des images projetées sur écran, il y avait des effets spéciaux comme des lumières, des lasers, des effets pyrotechniques aussi. Pour Paris, c'était présenté par Maxime Guény et on a eu la surprise d'avoir Mickey et Jack Sparrow comme personnages sur scène. Au niveau des invités, on avait plusieurs voix françaises comme notamment Cerise Calix, Charlotte Hervieux, Emilou Holmes, mais il y avait aussi d'autres célébrités comme Kenji Girac, Patrick Fiori, Michael Gregorio, Davy Davis, Nour, Anne Silla, et tout le casting de la Famille Madrigal. À l'occasion aussi de ce concert-là, il y a eu un casting de fées avec des enfants entre 6 et 16 ans qui s'appelait l'Académie des 100. Donc, il y a eu un casting, il y a eu une formation et finalement, 12 enfants ont été sélectionnés pour chanter et danser sur scène le jour J. Et en plus des classiques Disney, bien évidemment, il y avait pardon, je me mélange les pinceaux. Il y avait aussi des live action comme Pirates des Caraïbes, mais aussi du Marvel et du Star Wars. Et en plus de l'introduction et de l'intro et du final, il y avait 20 tableaux. Pour citer quelques-uns, Tarzan, Réponse, Vaiana, Le Livre de la Jungle et La Petite Sirène. Je comprends pas pourquoi tu commences par Tarzan. Je sais pas non plus. Et enfin, à titre informatif, il va y avoir une tournée en 2024 qui sera pas nommée Disney 100 parce que les 100 ans seront terminés, mais ça s'appellera Disney en concert du 8 novembre 2024 au 22 décembre 2024 avec 16 dates, dont 2 à Paris, les 13 et 14 novembre au Zénith de Paris. Et on a déjà nos places parce qu'on peut les acheter. Tout à fait. Et d'ailleurs, je reprécise parce que je ne l'ai pas marqué dans mes notes, mais toutes les dates qui sont là ce mois-ci et le mois prochain, tout est stock épuisé, il me semble. Enfin, j'en ai vérifié 5-6, mais je pense que tout a été vendu malheureusement pour les personnes qui voulaient en acheter dernière minute. Hélas, c'est complet. Oui. Quel triste succès. Non, mais c'est plutôt génial, honnêtement. Ce que je retiens, moi, de cette production, c'est que c'était assez ambitieux en termes de, là, on l'a dit, de monde sur scène, à commencer par la Défense Arena. Alors, moi-même, j'étais le premier à me dire, mais ils vont vraiment réussir à remplir 25 000 places 2 fois sur un week-end. Et sur la Défense Arena, ça a été fait. Sur la tournée, c'est complet depuis déjà plusieurs mois, hein. C'est assez impressionnant. Donc, même l'effet communication autour du concert parisien n'a pas servi la tournée puisqu'elle était déjà pleine et on parle de 21 salles à travers toute la France, dans des villes moyennes ou grandes. C'est, je pense, une prouesse. Alors, à mon avis, le chemin a été pavé des précédents spectacles live qui tournent en France. Disney sur glace qui existe depuis des années et qui rencontre chaque année un succès quand même assez fort. Mais là, faire tourner un orchestre symphonique, voire même plus qu'un orchestre symphonique parce qu'il est
il contient des percussions qui sont supplémentaires à un orchestre classique, donc ça va même au-delà de l'orchestre symphonique. C'est vraiment une vraie réussite commerciale pour le coup. Et c'est marrant parce que, est-ce qu'on sait si enfin, nous on le saura pas là comme ça, parce qu'on n'a pas les chiffres évidemment, mais les concerts des années précédentes, parce qu'il y a déjà eu des concerts. Moi j'en ai vu un en 2021, je crois, qui avait été décalé 3 fois à cause de la pandémie. J'aurais dû voir en 2019 ou un truc du genre. Non, peut-être pas en 2019, mais en 2020. Le fil conducteur était assez similaire, même si celui de Disney 100, on voit qu'il a été grossi, et c'était énormément avec plein de scènes en plus. Mais par exemple, la séquence de Vaiana, on en avait une assez similaire, et Cyril Stialitz et Charlotte Hervieux pour La Reine des Neiges 2 étaient coutumières de ce type de tournée déjà avant même le Disney 100. Donc Disney 100, c'est un peu la consécration où ils ont réussi à faire ces concerts pendant des années, et puis là, ils y vont à fond. Et donc, c'est peut-être aussi le bouche à oreille des concerts précédents, ou alors la communication qui a été très efficace cette année-là sur le côté 100e anniversaire. Il faut y aller, c'est maintenant ou jamais, alors qu'en réalité, il y en a eu avant, il y en aura après, mais pas de cette ampleur-là, par contre. Hein. Alors, en tout cas, pas de l'ampleur de Paris, en tout cas. Voilà. Ouais, non, ce qu'il faut retenir, c'est que Disney en concert existe, effectivement, depuis déjà plusieurs années en France, produit et interprété par G1 Productions et le Sinfonia Pop Orchestra, au même titre que Disney sur glace existe, c'est vrai. Disney 100, c'est quelque chose. Disney 100, le concert événement, voilà, dans la nomenclature. Et je sais que Dash, tu es coutumier des nomenclatures, est une franchise en fait de concert international. C'est-à-dire que Disney 100, le concert, vous le retrouvez dans quasi tous les pays du monde à l'occasion du 100e anniversaire. L'ampleur que ça a en France, en revanche, est unique. Nous avons eu en France la chance d'avoir le record mondial en termes d'ampleur du concert Disney 100 à Paris La Défense Arena. Et il faut savoir que dans la salle, il y avait énormément de responsables de différents labels de musique et toute la direction générale de Disney, Disney Music, Disney Theatrical Music Monde, etc. etc. Donc, c'était l'événement musical de l'année pour les célébrations de Disney 100. C'est fou ça que ce soit Paris comme ça qui ait eu cette chance-là, parce qu'on aurait pu penser à Londres, par exemple. Souvent, ils font des belles choses au Royal Albert Hall, souvent pour Theatrical, justement. Il y a même un spécial sur Disney+, où il y avait eu un concert spécifique. Mais j'ai vu des images du concert Disney 100 anglais. En fait, c'est pas du tout cette ampleur-là. C'est une playlist différente. J'aime beaucoup leur ouverture avec les cartoons, etc. Quelque chose que nous, on n'a pas, mais on a plein de choses que eux n'ont pas eu. Donc, c'est pas quelque chose de figé, a priori, dans tous les pays, quoi. Chaque pays a fait un peu à sa sauce, et la France a vraiment créé son truc, j'ai l'impression. Exactement. Les équipes de Disney France ont travaillé sur le projet depuis plus de 2 ans, pour être très franc avec vous. Et on doit notamment l'ampleur de ce spectacle. Ça a été dit notamment par Hélène Etzi, la directrice de Disney France, aux responsables de tout ce qui est musique et spectacles musicaux chez Disney France en France, qui est Boilem Lamène. Et je pense qu'on peut le remercier, lui et son équipe, pour l'ampleur qu'il a donnée à ce concert en France et à la tournée. Ouais, franchement, c'était assez dingue. Est-ce on se parle un peu de nos expériences diverses? Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on a tous les 4 une expérience différente de ce qu'a été ce concert-là. Une de vous deux, les filles, comme ça, on vous laisse un peu la parole. Vas-y, Chris. Alors moi, du coup, j'ai vu la version tournée qui est donc différente de celle de Paris. J'étais à Montpellier, on était au Zénith. Alors le Zénith de Montpellier, c'était 4200 places, je crois, 4400, bref, 10 fois moins que la Défense Arena. Néanmoins, je pense que c'était pas trop mal par rapport au retour que j'ai pu avoir de certains qui étaient à la Défense. Selon où vous étiez placés, apparemment, c'était compliqué au niveau du son, parce que j'imagine bien dans une salle aussi immense qui n'est pas faite à la base pour ça. Toutes les places n'ont peut-être pas eu une bonne expérience de son. Nous, au Zénith, j'étais avec ma sœur, on était dans les 3 dernières rangées, honnêtement. Malgré tout, on voyait quand même relativement bien la scène, et on avait un son qui était top du début à la fin. Parce que je pense que le Zénith était, le Zénith est fait pour la musique et le son, quoi. Donc on a eu un concert plus court que la version de Paris, qui a fait 2 heures et demie, je pense.
On a eu quelques tableaux qui étaient différents. On a eu 2-3 tableaux qu'on n'a pas eu, notamment Pirates des Caraïbes. La loose. On n'a pas eu Tarzan non plus. Comment? Non, j'ai dit c'est la loose quand même parce que c'était incroyable. Ouais, En tout cas, moi, veux bien te croire, mais c'était un de mes moments préférés. Ouais. bon. On a eu le bossu, donc ça va. Bon, ça va, ça rattrape. D'ailleurs, il n'était pas dans le même ordre que le bossu. On l'a eu beaucoup plus tôt dans le concert, Ah ouais? Nous, c'était en si deuxième j'en crois, partie, ça ouais. existe. Ouais, Ouais, nous, non, c'était. c'était vraiment c'était le 4e ou 5e tableau, quoi. Ouais, ok. Mais je crois qu'il y était aussi sur le concert de l'an dernier, ou alors je confonds aussi parce que j'ai vu il y a eu le pianiste Lang Lang là, qui a fait un concert à Paris, j'y suis Ouais. allé aussi. Et en fait, quand lui n'était pas au piano, il y avait des transitions où à chaque fois il y avait l'orchestre qui faisait des séquences instrumentales, et il y avait eu notamment le Bossu Notre-Dame. Donc D'accord. peut-être que je confonds avec ça aussi, mais j'ai l'impression qu'il y était aussi l'an dernier. Oui, Mais pas il me avec, semble mais aussi, sans, ouais. mais sans chorale, je pense. Ouais. Mm. Et beaucoup plus court aussi en général. Oui. Bon, après, je ne sais pas ce que tu as eu à Montpellier, Chris, mais nous, c'était vraiment long. Il y avait même des danseuses qui sont venues sur les bannis ont droit d'amour. Alors peut-être que vous avez eu la séquence sans les danseuses. Hein, Ah ouais, nous, par contre, on n'avait pas du tout de danseurs. Je sais que sur Paris, il y en a eu quelques-uns. Nous, on n'avait pas du tout de danseurs. On avait vraiment les 4 on avait Dan Ménage, Camille Ménard, Judith de Rouen, et je suis désolée pour le deuxième soliste masculin, je n'ai pas son nom. Et en plus de ça, on a eu Cerise Calixte et Charlotte Hervieux qui sont venus pour leur tableau. Mais effectivement, on n'avait pas de danseurs. On avait des choristes, on avait 20 choristes, 20 ou 22 choristes. Donc, quand même des séances très sympas avec les chœurs. Je pense qu'on l'a peut-être un peu senti justement sur le Bossu de Notre-Dame où les chœurs se séparaient un petit peu entre les voix graves, les voix aiguës, pardon, j'ai plus les termes là, les sopranos, les ténors et compagnie. Là, on sentait qu'il aurait manqué, enfin, ils auraient été pas trop mal si on avait eu 2 fois plus de choristes, mais sinon, globalement, c'était vraiment très très bien. Enfin, nous, on a vraiment apprécié l'expérience et il y avait une très belle énergie dans la salle. C'était ton premier Que ce Disney en soit concert? au niveau des performances. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de cette franchise, mais j'en avais vu un au Grand Rex je pense que c'était le premier du genre qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Ouais, ça en faisait pas partie, c'était la symphonie des grands classiques. D'ailleurs, avec Chronique Disney, on Ouais. avait même interviewé le chef d'orchestre Stanislas, et c'était effectivement, c'était en novembre 2012, je crois. Ouais, j'allais dire 2011 ou 2012. 2011 jour de peut-être. mon anniversaire, moi. Ou peut-être 2011, mais c'est vrai que oui, c'était un peu la première fois qu'on avait ce type de concert. En tout cas, même moi, c'est mon plus lointain souvenir, c'est ça. Sachant que je suis dans la région. On avait gardé un très bon souvenir. Ouais, sachant que on est dans la région quand même depuis 2006-2007, donc ça veut dire qu'on n'a rien vu passer jusqu'à 2011. Je pense pas qu'il y en ait eu avant. Mais donc, en tout cas, c'était ton premier depuis cette époque-là, quoi. Donc ton premier Disney en concert. Ouais, j'en ai pas revu depuis. Ok. J'ai eu la chance de voir d'autres choses, mais qui n'étaient pas du tout de ce type-là, quoi. J'avais vu un concert dans une petite salle qui était organisée par comment s'appelle la personne qui tient le site qui parle de doublage en fait, et avec tous les acteurs de doublage qui étaient venus chanter, mais c'était beaucoup plus intimiste et beaucoup plus petit, quoi. Okay. Mais sinon avec Orchestre Philharmonique, non, j'avais vu que celui au Grand Rex il y a une dizaine d'années. Ouais. Ce qu'il faut retenir de ces concerts sur Paris comme en tournée, c'est vraiment l'Orchestre Philharmonique qui venait rendre hommage aux plus grandes chansons Disney. Après, le répertoire différait entre Paris et la tournée pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les 3 heures de concert à tenir pour les choristes comme pour les musiciens ont été très, très difficiles. Très, très difficiles. Sur la dernière demi-heure, on était tous très fatigués. Mais c'était un bonheur d'arriver sur cette dernière demi-heure parce que ça finissait en apothéose. Donc, en fait, à chaque fois qu'on avançait sur une chanson, on avait juste la fatigue et la lutte contre la fatigue pour y aller. Et c'était à la fois très difficile pour les musiciens. Je sais que notamment tous les musiciens avant, sur la fin des 3 heures, avaient énormément de difficultés à souffler dans leurs hanches, à souffler dans leurs instruments ou à maintenir en fait leurs lèvres pincées au bout de 3 heures. Et ils m'expliquaient en coulisses que c'était pas tant la longueur qui était difficile, parce que parfois des opéras peuvent durer 3 heures, c'est la difficulté du répertoire. C'est que sur 3 heures de musique, c'est que des
grandes chansons, des grands hymnes, voire des medleys de chaque film, qui demandent un travail, un style, et je veux dire une expertise de chaque instant. Personne ne souffle en fait, du début du concert jusqu'à la fin du concert. Les violonistes jouent quasi sans arrêt, les percussions jouent quasi sans arrêt. Nous, le chœur, on est présent sur tous les tableaux. C'était une prouesse pour le concert parisien, honnêtement, ceux qui ont eu l'occasion d'y assister. Alors effectivement, c'est une salle qui a été choisie pour le côté grandiloquent de l'événement et qui malheureusement n'est pas très bien adaptée pour des concerts. C'est pas une salle avec une acoustique faite pour ce genre de concert. Mais bon, si on a déjà eu l'occasion d'y aller, il fallait s'y préparer. Mais néanmoins, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel, malgré voilà, la difficulté du répertoire, malgré la longueur du spectacle. Oui, et puis voilà, on a pris un grand plaisir en tout cas à le faire. En tout cas, la fatigue à la fin du spectacle ne s'est pas ressentie par rapport au public. Ah non, mais on était à fond. Le Roi Lion, autant vous dire qu'il y a une chose aussi. Après, je vois qu'on a une question. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pour la fin, en fait, qui est assez incroyable, moi je pense que c'est des choses... J'ai mis énormément de temps à redescendre, hein, pour être honnête, et on a des groupes WhatsApp avec les différents choristes, les différents pupitres de tous ceux qui ont participé à ce concert. Alors je vous rassure, on n'est pas 300 parce que ce serait invivable, mais on a des petits groupes parce que par cœur, j'y reviendrai. Mais on a tous eu énormément de mal à redescendre de ce concert. Il y a eu des câlinothérapies par texto dans tous les sens. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est quand on m'a proposé de participer au projet et qu'on m'a dit tu vas chanter à la Défense Arena, je me suis dit mais c'est pas possible. J'y suis allé dans cette salle et j'ai déjà vécu quelque chose d'assez perturbant de me retrouver dans cette enceinte gigantesque pour assister à des concerts pop d'hiver. Mais là, me dire je vais être devant les gens qui vont m'applaudir, ça va être fou. Et là où je voulais en venir, c'est quand, en fait, dans le show, le public réagissait et le public transmettait son effervescence à nous qui étions sur scène. Je garde en tête 2 moments, enfin 3 même. Entre le samedi et le dimanche, c'était drôle de voir que le public ne réagissait pas de la même manière, mais 2 moments assez similaires selon les concerts, ça a été le début de Star Wars et le début du Roi Lion. Et quand on est à la fin du concert, honnêtement, on n'en peut plus, on a la gorge sèche, d'ailleurs, on boit régulièrement quand on est assis, etc. etc. Résonne la première note du Roi Lion de l'histoire de la vie et que le public hurle à la mort en mode on s'y attendait pas, c'est génial, waouh putain, ouais, c'est génial. Je vous garantis que c'est des sensations uniques au monde. Unique au monde. Et je sais que j'étais mélangé parmi 300 choristes, mais quand on hurle, j'ai l'impression qu'on hurle pour moi. En tout cas, de faire partie de quelque chose qui me dépasse et qui fait que c'est cette énergie quand on se la prend dans la gueule. Et je comprends que les artistes qui font ça de leur vie et de leur métier se nourrissent de ces applaudissements, se nourrissent de cette effervescence et recherchent toujours plus parce que c'est juste fou comme sensation. On sent ton émotion quand t'en parles. Hein. Oui, c'est clair. Et alors, raconte-nous en fait comment tu t'es retrouvé sur ce concert, combien de temps ça a pris pour. Enfin, voilà. Est-ce que tu avais des aptitudes particulières qui ont fait que tu as pu le faire? J'imagine qu'un minimum quand même. Alors, je vais inverser le jeu. À votre avis, pour mettre en place ce concert, il a fallu combien de temps? Je dirais au moins 1 an. Quand tu dis 1 an, ok, j'imagine que tu penses à tout ce qui est scénographie, machin bidule, etc. Moi, je vais juste parler de musique ce soir. En répétition, orchestre et chœur, à votre avis, il nous a fallu combien de temps pour le mettre en place? Tu nous as dit 2 ans tout à l'heure.
Alors 2 ans, ça Non, mais inclut 2 la ans, c'était, production, Pour ça toute la inclut, préparation, voilà. d'accord. Non, je Non, mais parle j'imagine. vraiment juste, les répètes, Oui, les répètes avant de faire le concert, quoi. Donc, ouais. Les j'imagine que ça répètes se pour joue. vous, pour les choristes et les Ouais, musiciens. les répètes pour nous, pour les solistes, pour les instruments. Logiquement, moi, j'aurais tendance à dire que ça se jouerait en quelques semaines, parce que tout le monde peut pas être dispo comme ça, plus que ça, etc. Et puis voilà, pour faire les répètes. Mais après, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aurais plus tablé sur 2-3 mois, mais c'est vrai que ton argument, il est, il est intéressant. Et alors, effectivement, il nous a fallu, en fait, on a commencé les répétitions début octobre, donc un peu plus d'1 mois pour monter le Ouais. spectacle. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, pour ceux qui n'y étaient pas, pour ceux qui y étaient, donc le concert dure 3 heures. Et voilà. Ça, c'est la partition de Disney sans le concert. Je sais pas si on voit l'épaisseur du bordel pour les chœurs. Ah ouais. Et c'est assez colossal. Donc, monter un programme d'une trentaine de medley en 1 mois et demi, c'était assez compliqué. Et donc, du coup, comment on a réussi à monter ce truc-là? Eh ben, les gens ont été sélectionnés. Pour l'orchestre, c'est le Sinfonia Pop Orchestra, donc c'est l'orchestre qui joue et qui organise de nombreux concerts de musique pop, de ciné-concerts, etc. Et qui ont notamment déjà fait le Disney en concert, donc le répertoire, il l'avait déjà un peu entre les doigts. Néanmoins, ce concert avait une particularité sur laquelle je reviendrai dans l'émission. Pour les choristes, donc 300, on était plus de 310 choristes quand même. Pour arriver à monter ça, eh ben, impossible de faire des répètes à 310 dès le départ. Et en fait, c'est 8 chorales qui ont été mélangées les unes avec les autres. Et moi, j'ai fait partie d'une chorale qui s'appelle le Chœur éphémère, qui normalement produit plus généralement des opéras ou des opérettes. Que du répertoire pop. Et globalement, c'est des chœurs tous pro, semi-pro. Les exigences qu'on avait pour pouvoir faire partie de ce projet, elles étaient de deux. La première, c'était de savoir travailler tout seul en autonomie, de lire la musique et de travailler ses morceaux. Et la deuxième, c'était de pouvoir être présent à toutes les répétitions qui nous a été données dans un calendrier. Il y avait une dizaine de répétitions, donc même si c'était 1 mois et demi de pré-concert, il y a globalement eu qu'une dizaine de répétitions pour mettre le projet en forme. Ouais. Et donc, quand on répétait, si tu veux, on repartait le soir avec des notes du chef de chœur. Il nous disait, voilà, on a vu ça, mesure machin, mesure bidule, pour la prochaine fois, tala, 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 tala. Et du coup, il n'y avait pas de temps de déchiffrer. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que chaque pupitre connaisse sa partie et que quand la baguette tombe du chef d'orchestre, en répétition, on y aille et qu'ensemble, on passe du temps à travailler les nuances, à travailler les interprétations, à travailler l'articulation de chœur, mais pas du tout le déchiffrage. Donc l'exigence quand même, c'est que vous avez eu devant vous pour ce concert à la fois un orchestre de très grande facture. Constantin Ruiz n'a dirigé que les concerts de Paris. C'est un autre chef d'orchestre qui s'occupe de la tournée. Mais voilà, je vous le disais en préambule, Constantin Ruiz est aussi le chef résident de l'Opéra de Massy. Donc, c'est une pointure de la musique en France. Et du coup, l'orchestre l'est tout autant. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient présents, je pense que vous avez entendu les morceaux comme si vous les entendiez sur un CD. Et il y en a qui sont flagrants, c'est le répertoire Star Wars qui globalement était fou. L'intro de Tarzan était quasi la même que sur l'album de Phil Collins. Enfin, on avait vraiment... Après, c'est mon ressenti, vous avez le droit de me couper, de me dire non, Thomas, tu racontes de la merde. Mais l'orchestre, c'était vraiment, vraiment, vraiment assez incroyable. Quant au chœur, pour en revenir à moi... c'était voilà, des chœurs de semi-professionnels amateurs semi-pro, il y avait un peu des deux. Il y a Ludi qui pose une question et qui demande si les choristes de la tournée faisaient partie du concert de Paris. Oui, ceux de la tournée, donc ils sont 20 en fait sur scène et ils sont 30 à faire la tournée. Donc sur les pupitres, selon les disponibilités de chacun, ça tourne. Mais tout le monde a fait partie de ce chœur. Et ceux de la tournée, donc, ils sont issus du Chœur à l'horizon, du Chœur de Pierre et un troisième chœur, je ne sais plus lequel il s'appelle, mais et voilà. Chœur de Lyon. Voilà, le Chœur de Lyon. Je sais rien.
Mais voilà. Donc c'était un travail. Donc la progression du travail pour la partie chant, elle s'est faite de manière progressive, c'est-à-dire chacun dans son chœur. Donc nous, le chœur éphémère, on était 50, par exemple. Et pour s'inscrire, une fille devait absolument s'inscrire avec un garçon, pour que vraiment on ait une équité entre garçons et filles. Et donc 25 filles, 25 garçons. Il y a eu 3 répètes que de garçons, donc à 25, 3 répètes que de filles, donc à 25. Donc pour moi, il n'y en avait que 3, mais en fait, sur le chœur, il y en avait déjà 6. Puis après, on a fait une répète tous ensemble à 50. Puis après, on a eu une répète avec tous les hommes assemblés, donc à 150 hommes. Puis après, il y a eu une répète toutes les filles assemblées, 150 femmes. Et puis enfin, on a eu 4 répètes tous ensemble, 2 avec piano et 2 avec orchestre. Ça, c'était la semaine qui précédait le concert. Et enfin, on a eu un filage le vendredi après-midi. Non, un filage le vendredi soir. Une reprise technique le samedi après-midi, un concert le samedi soir, un concert le dimanche après-midi. Voilà. Donc en gros, répète chœur et orchestre, il y en a eu 3 avant le concert du samedi. Et est-ce que tu sentais que les autres choristes avec toi connaissaient déjà autant les chansons que toi? Parce que toi, tu adores Disney, donc forcément, il y en a pas mal où tu te balades, tu vois? Enfin voilà, parce que mais les autres ont dû les apprendre, du coup, il y en a qui les découvraient ou pas? C'est là que c'est très intéressant, c'est-à-dire que, oui, comme tout le monde, je connais les airs Disney par cœur ici, qui regardent ce programme ou qui sont dans l'émission. Maintenant, je défie qui que ce soit de chanter la partie ténor 2 de Prince Ali. Quant à la version officielle dans la tête, ou en tout cas la version lead. Le grand défi pour moi sur ce concert, ça a été vraiment d'apprendre les harmonies de tous les morceaux. C'est ce que je regrette un peu finalement dans la version des enregistrements que je peux entendre, c'est qu'on n'entend pas suffisamment la polyphonie qui nous a été demandé de travailler. Il faut savoir que sur certains morceaux, on était jusqu'à 9 voix différentes sur certains morceaux. Donc en basse, il y avait basse 2, basse 1, ténor 1, ténor 2, alto 1, alto 2, soprane 1, soprane 2 et soprane prime. Soprane prime, c'est les voix qui font vraiment les trucs les plus perchés. Donc à certains moments du concert et sur certains morceaux, sur la plupart des morceaux d'ailleurs, on était sur des harmonies à entre 4 et 8 notes. Enfin, c'était vraiment... Alors après, il y a des octaves, donc ceux qui seront férus en musique savent que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il y avait des nuances qui étaient... pardon, pas des nuances, mais il y avait des harmonies vraiment très travaillées, très difficile parfois. Et d'ailleurs, les moments touchy, c'est les moments sur lesquels on était forcément pas en place, mais ça, c'est la magie du live. Mais voilà, moi, je rêverais d'avoir les enregistrements de la régie son. On en a eu un, c'est le final du Roi Lion qui nous ont envoyé par message juste avant de faire les concerts. Et quand la balance est maîtrisée et quand on entend ça, mais c'est à vous foutre à vous foutre les larmes, quoi. Déjà, on l'a eu plusieurs fois pendant le concert et j'aurai l'occasion d'en revenir là-dessus. Mais après, pardon. C'était lequel le tableau que vous avez trouvé le plus compliqué en tant que choriste au niveau technique? Le plus compliqué, c'est Star Wars. Le plus compliqué, c'est Star Wars parce que on chante du coup la bataille de Dark Maul avec des Roma, Ramala, Kira, Mata. Et donc les paroles sont sur la partition. Suivez la partition. Hein, je ne sais pas ce que veulent dire ces mots. Mais pourquoi ce passage était très compliqué? Parce que c'est des notes qu'on appelle beltées. C'est des notes qui doivent être chantées avec la poitrine très fort et très puissamment. Et à ce moment-là, on est au début de l'acte 2. Donc, si tu n'as pas une bonne technique, tu peux te flinguer la voix et tu as, quand tu répètes le vendredi, les 2 concerts à assurer derrière. Donc, en fait, il faut placer ta voix correctement, jouer le truc pour pouvoir le vivre intensément. Vraiment, c'est la voix qui part de la poitrine. Donc, et le moment Star Wars dure 15 minutes. On s'en rend pas compte quand on est en répétition, mais j'ai vu les vidéos YouTube filer du bordel. Et là, j'ai vu 15 minutes. On chante pas pendant 15 minutes, mais les moments où on hurle. Et d'ailleurs, je trouve que...
je suis très curieux de connaître votre avis là-dessus, que ces moments-là de Star Wars où le cœur est vraiment à fond, ces moments où on Koda au tout début, Mata, et il y a un silence dans la salle, on entend le cœur qui résonne et que ça reprend après. C'était assez magique, c'était complètement magique. Qu'est-ce que vous avez pensé du Star Wars? Alors moi déjà, je l'ai pas eu à mon côté. je voulais juste préciser le truc que je voulais dire là il y a quelques minutes. Tu parles d'harmonie, etc. C'est vrai que de toute manière, on aura beau filmer avec n'importe quel appareil, c'est quelque chose qui se vit de toute manière. Donc c'est vrai que sur les vidéos, on a t'as peut-être pas l'impression qu'on n'entend pas tout le travail qu'il y a eu, mais je peux t'assurer qu'en vrai, on les a sentis. Enfin voilà, c'est pas, on aura beau filmer, montrer des vidéos, montrer à nos proches, oh c'était trop bien, mais si on n'y est pas, c'est pas du tout la même chose en fait. Et c'est vrai que Star Wars pour ça, il était quand même vraiment puissant comme segment quoi. C'était ouf. Ouais. Bah, moi, j'étais comme un dingue dans la partie Star Wars. En plus, c'est même pas ma saga préférée, hein, mais alors bon, moi, faut savoir, j'étais au premier rang. Mais quand je dis premier rang, j'étais littéralement au premier rang parce que je m'étais dit, il est hors de question que je n'entende pas les vrais instruments, les vraies voix, etc. pour ce concert-là. Et je regrette pas parce que quand je vois les avis de certaines personnes qui étaient malheureusement plus loin ou quoi, parfois ils regrettaient un peu la sonorité. Non, mais c'était incroyable. En plus, ils vous ont pas fait de cadeau parce que je me rappelle que pendant l'entracte avec Fabien qui fait partie de Chronique Disney, on se disait Star Wars, c'est ce qu'ils vont mettre. Ah ben j'espère qu'ils vont mettre Duel of the Fate. Oui, c'est vrai. Puis moi j'étais là. Ils pourraient aussi mettre la bataille dans l'épisode 3, tu sais, Battle of Heroes, machin. Ouais, mais bon, un des deux quoi. Bah non, il y avait caché les deux. Donc, quand il y a eu Duel of the Fate, je me dis bon ben c'est celui-là. Et en fait, en plus c'était ça se voit que ça a été choisi par des gens qui connaissent leur sujet parce que c'était même chronologique par rapport aux différents épisodes de la saga. Ça a commencé par Duel of the Fate, petit passage musical sur le thème romantique de l'épisode 2, suivi par Battle of the Fate, donc de l'épisode Battle of Heroes, pardon, de l'épisode 3. Et après, on passe sur la trilogie originale. On a le thème de la marche de l'Empire, enfin toutes ces choses-là, pour ensuite finir sur un gros morceau post-logie, etc. Donc ça se voyait que c'était vraiment travaillé aussi. Exactement. Alors, du coup, je rebondis là-dessus et pour vous dire à quel point le concert était unique. Et pourquoi ça a pris 2 ans à être monté? Parce qu'effectivement, il a fallu faire un choix sur les musiques de ce programme, mais surtout, la plupart des medleys, et je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra et j'aimerais bien qu'on arrive à le voir, en fait, ont été composés et arrangés pour le concert D'accord. de cette tournée et principalement du concert à Paris, la Défense Arena. Donc, c'est adapté pour le Sinfonia Pop Orchestra, Disney 100, le concert événement. Donc, c'est des medleys qui ont été spécialement écrits et conçus et pensés, du coup, dans une chronologie, dans une énergie aussi de concert intelligente. Et moi, ce que j'ai adoré sur le Star Wars, c'est qu'on a surpris énormément de monde à la reprise de la Personne ne s'attendait à ce qu'on reprenne comme ça avec Star Wars. C'est un des rares morceaux qui n'a pas été annoncé par Maxime Guigny. Et quand les premières notes retentissent de Star Wars, et comme pour le Roi Lion, la salle était dans une effervescence qui rebooste, qui réveille les morts, quoi. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et justement, on n'a pas précisé, mais David était présent samedi et moi le dimanche. Et c'est vrai que je pense que pour les 2 morceaux dont tu as cité, je pense que ça a été la même énergie. Enfin, c'était vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui a marqué aussi pour Star Wars parce qu'on a repris directement là-dessus et avec le punk, tout de suite les gens ils ont fait et c'est vrai que c'était l'énergie faisait aussi son effet quoi, finalement. Après nous on se doutait parce que je disais tout à l'heure qu'on parlait pendant l'entracte ce qu'il allait avoir pour Star Wars. C'est juste qu'on avait vu les logos du concert où il y avait marqué Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Et, enfin il y avait même le logo 20th Century Studios. Du coup on s'est fait des fibres sur Avatar, mais pas du tout. On s'est dit c'est forcément Avatar, 20th Century Studios, ils vont pas faire Madame Doubtfire. Donc bon, et en fait non, je sais pas pourquoi ils ont mis ce logo. Bon bref, ils se sont dit après tout Star Wars c'est aussi du 20th Century. Mais bon voilà, mais sinon oui, pour ceux qui savaient, il y avait pas mal de gens qui devaient ne pas savoir parce que je les ai pas vus spécialement dans la promo. Dans la promo, j'ai vu pas mal de Marvel mis en avant dans les petites vidéos Facebook qui tournaient, etc., où tu voyais le final de Endgame. Donc bon, ça, je me doutais qu'il allait y être. Et voilà quoi. Mais après le reste, bon, Pixar, on savait pas que ça allait être un medley ou quoi. Hein. On se doutait bien que les films allaient y être. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, Star Wars, ils ont voulu probablement le garder comme une petite surprise.
En tout cas, merci marrant Laura parce pardon. excuse-moi, pour le fait de me rassurer sur les harmonies et sur les nuances, parce que c'est des trucs qu'on a vraiment bossé grâce à Igor Bouin, le chef de chœur, et que je salue si jamais il voit un jour cette vidéo, parce que c'était un amour et que je rêverais de pouvoir un jour retravailler avec lui. Donc, et tenir un chœur de 300 sur des nuances. Une des grands, et après Christelle, je te rends la parole, c'est une des grandes réussites, je trouve, qu'on a réussi à donner, nous, en tant que chœur, c'est de la prononciation. Je pense qu'arriver à faire quelque chose d'audible et de compréhensible à 300 voix, c'était pas donné à tout le monde. Je me suis souvent fait cette réflexion-là, notamment sur le medley d'ouverture, où vous avez plein de chansons, du coup en français, à chaque fois, hein, puisque c'est fait Ancien. pour nous, et avec plein de medley comme ça de chansons comme Tu t'envoles ou Un jour mon prince viendra. C'est pas des chansons qu'on s'imagine entendre avec c'est pas des chansons que je m'attendais à entendre avec une chorale. Je me disais qu'il allait sûrement avoir ces chansons-là, mais je pensais qu'il allait y avoir un soliste ou une soliste en fonction de la chanson, et c'est surprenant, c'est différent, et ça, j'ai trouvé ça cool aussi d'avoir des moments vraiment de création, parce que autant pour le Bossu, Star Wars, etc., c'est une chorale, mais c'est aussi une chorale dans les films, en fait. Donc c'est évident, quand on voit la chorale qui s'installe, on sait qu'elle va participer à ces moments-là. Autant les grands classiques, on s'en doute pas. Ou même, reprends-moi, mais vous avez même chanté Être un homme comme vous en chorale, non? Par exemple. Oh, whoop-bidou, je voulais marcher Ouais. comme vous, wou, wou. Ouais. Oui, on l'a fait. Voilà, bah, ça, normalement, bon, c'est juste le roi Louis avec quelques singes qui font des whoop-tidou derrière, mais c'est pas. Là, c'est toutes les paroles chantées, et on comprenait très bien les paroles. Donc, c'est très bien. Et j'ai plusieurs fois pleuré pendant le spectacle, forcément. Bah, ça va, c'est pas si nul. Et il faut savoir que mes premières larmes, pardon, c'était sur Peter Pan. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris tout de suite. Alors, j'adore cette chanson-là, j'adore ce film, mais je sais pas, en fait, ça m'a, comme tu disais, David, de mettre les cœurs sur ce type de morceau. Je trouve que ça prend tout de suite et on ressent la nostalgie du film. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dès les, je sais pas, Peter Pan, il était à 1 ou 2 minutes du début, je sais plus, mais Ouais. il était quasiment au tout début et ça m'a tout de suite. C'est bon. Allez. Après, j'étais aussi bien placée, j'étais dans le carré or aussi. J'étais vraiment dans les tout premiers, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aussi ressenti autant les harmonies, etc. Je sais pas trop comment c'était, parce que c'est vrai que la salle, elle est vraiment immense. Donc, j'imagine que l'expérience était différente en fonction de notre placement. Mais c'est vrai que pour mon cas, en tout cas, c'est vrai que c'était vraiment très appréciable de pouvoir entendre tout correctement, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Bah, là, il y a personne. Enfin, Chris était à l'arrière, mais pas du même concert. Donc, elle a moins vécu le problème de son potentiel de Paris. Mais moi, j'étais tout devant, comme je disais. Donc c'était vraiment top. Moi, le moment où j'étais complètement fébrile, mais genre en mode les larmes qui veulent sortir, genre la lèvre qui tombe, ça, c'était le Bossu Notre-Dame. J'étais devant. Alors, c'est mon film préféré, hein, il y en a plein qui le savent ici, mais bon, vraiment, j'étais en mode, mais attends, ils vont. En fait, déjà, tu as l'ouverture avec le all-hymne d'ouverture de la chanson. La chanson Les Cloches de Notre-Dame qui était chantée par des chœurs, voilà. Et après, vous avez osé nous faire la course-poursuite de Frollo qui poursuit la mère de Quasimodo sur des trucs qu'on n'entend jamais en concert. C'est pas des chansons familiales, c'est vraiment les trucs de fans comme nous, quoi, de connaisseurs qui ont envie d'avoir les gros moments très dramatiques et tout ça. Et ils y étaient. J'étais même au bout d'un moment, je dis mais ils vont nous faire tout le climax du film avec l'autre sur le bûcher, etc. Bon, peut-être pas. Quoique, mais bon, après, ça part sur les Balions droits d'amour avec. Enfin, moi, j'ai adoré. En plus, même les images projetées, pour le coup, il y avait des vitraux, etc. C'était pas juste des images du film. Donc, c'était créatif. Enfin, c'était vraiment super bien. Pour moi, c'est le moment que j'ai préféré, de toute façon, le Bossu Notre-Dame. Oui, une question. Ah, on me fait. Non. Il n'y avait pas. Mais j'y ai pensé, on en parlait sur on le voulait retour. chanter Super Balou, mais... Non, mais sur le chemin du retour, on se disait, en fait, qu'est-ce qui manquait? Il manquait pas grand-chose. Il y a bien sûr 2-3 films qui manquaient l'appel parce qu'on peut pas tout mettre sur 3 heures. Mais on se disait, oui, il aurait pu y avoir... Si on voulait faire tout Disney, il aurait fallu genre un petit bout sur les parcs, peut-être du It's a Small World, de Yo-Ho, Il y a eu, à la fin, c'était Illumination. Oui, Illumination. Et les séries. Et après, c'est vrai qu'on me dit, ouais, mais bon, les séries, etc. Ah, je dis, oh, si c'était un petit passage années 90, un truc un peu sympa, la bande à Picsou, Super Balou, Tic et Tac, et machin, ça aurait pu faire son petit effet. Mais non, il n'y avait pas. Alors, moi, je vais revenir sur ce que Je pense que ce qui a vraiment fait la différence. Vas-y, Chris.
ce que je... Oui. Je voulais venir. Ce qui a fait la différence, je pense, entre la version tournée et la version Paris, c'est vraiment les chœurs, quoi, pour le coup, quand je vous entends parler, parce que ne serait-ce que le tableau Star Wars, alors, pareil, ça a repris après l'entracte, donc c'est parti à fond. Moi, j'étais heureuse, hein, j'adore Star Wars. Par contre, déjà, la salle n'a pas réagi pareil, elle n'a pas eu spécialement de réaction, d'ailleurs. Puis le tableau était vachement raccourci, on a eu 3 ou 4 thèmes de la trilogie d'origine, et c'est tout, en fait. Donc, le tableau était beaucoup plus court. Il n'y avait pas les chœurs. On n'a pas eu Duel of the Fates. Donc, je pense que c'est un peu un des plus gros regrets que je peux avoir par rapport à la version de Paris. Mais du coup, les chœurs, on les a quand même eu sur pas mal de choses. Mais c'est sûr qu'ils étaient 20 comparé à 300. Ça ne peut pas avoir la même ampleur. Ils étaient beaucoup plus un morceau que tu chantes à 20, ouais. Comme je disais sur... Ouais. Je disais même sur le bossu, même quand ils étaient tous les 20 ensemble, ça allait. Quand les ténors et les barytons et tout ça commençaient à se séparer, chacun à chanter leur partie, comparé à la puissance des instruments, ils avaient un mal à poser, quoi. Donc c'était un peu dommage à ce niveau-là. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait plusieurs orchestres. Enfin, ça doit être mon 4e ou mon 5e. Bon, allez, peut-être mon 4e. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a autant de chœurs, en fait. Et je pense que c'est ça réellement qui change tout, en fait. Après, oui, forcément, c'est les mêmes partitions, etc. Après, c'est des nouveaux, comme tu disais, Thomas, c'était des nouveaux arrangements, presque, en fait. Oui, des nouveaux medley, etc. Mais c'est vrai que les chœurs, ça rajoute vraiment un plus qui est juste incroyable, quoi. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Merci. Et justement, pour parler des chœurs, vous parliez du tableau du Bossu de Notre-Dame. Donc, le concert a été construit pour que tout le monde prenne du plaisir. À la fois les fans anciens, les fans nouveaux, on s'en rend hommage, on fait du Disney, du Marvel, du Star Wars, on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais on essaye aussi de faire plaisir à ceux qui sont sur scène. La sélection des morceaux ont été faite de telle sorte que chaque pupitre d'instrument puisse avoir son moment, une chanson qui met plus en avant les vents, une chanson qui met plus en avant les cordes. Et le moment qui a mis le plus en avant les chœurs, c'était le Bossu de Notre-Dame. Alors qu'on aurait pu le voir interprété par les solistes qui étaient là, c'était notre moment. C'était notre moment et à plusieurs titres. La première, c'est qu'on faisait du coup tout de A à Z, que c'est quelque chose qui envoie du bois, qui envoie le pâté. On a tous chialé pendant les répétitions pour travailler les nuances de ce morceau. La première fois qu'on le chante en harmonie, juste avec le piano, sans l'orchestre et que ça résonne, c'est des moments, je pense, qui resteront gravés pour beaucoup. C'est les AA, les cloches de Notre-Dame. Il y a un truc avec cette musique qui est assez folle, qui est assez fou à vivre. Et l'autre gros avantage qu'on avait avec ce morceau dans le concert, c'est que donc c'est un concert qui est au clic, on appelle ça. Donc quand on fait nos répétitions, on va répéter avec la vitesse qui est écrite sur la partition. Mais quand sont arrivés les extraits vidéo faits par les États-Unis, en fait, les extraits vidéo sont timés. Ouais, ils sont timés. Donc, le chef d'orchestre, il a dans l'oreille un clic, on appelle ça, tac, 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 qui lui donne les secondes pour qu'il puisse être synchro avec la vidéo. Et le plus gros défi, ça a été la semaine qui a précédé du coup les concerts, de réadapter toute notre façon de chanter et toute notre façon d'interpréter les morceaux, à la fois dans les phases de musique comme dans les phases de silence, au rythme de la vidéo. Et ça a été un travail mais assez infernal, pour être très honnête. C'est très très dur. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est très très dur de retirer de la musique à la musique, ou de retirer de la musicalité à la musique.
C'est-à-dire que quand, en fait, on est géré par le métronome et plus par le chef d'orchestre, alors encore une fois, le chef d'orchestre est très doué et Dieu merci, il était là pour nous donner les départs, les nuances, pour relancer la machine quand, ça décalait d'un demi-temps ou d'un temps. Le chef d'orchestre est nécessaire. Avec le clic, c'est une cacophonie. On a essayé d'ailleurs une fois lors d'une répète de faire: «Ah bah allez, faites les malins, vas-y, je vous mets tout le clic dans l'oreille et puis on va voir ce que ça donne». C'était un enfer. Mais ce qui était intéressant avec le Bossu de Notre-Dame, c'était que c'était l'un des seuls morceaux sans clic. Il y en a eu 2 dans le concert, des morceaux sans clic, c'était le Bossu de Notre-Dame et Star Wars. Et du coup, C'est en marrant tant ça, que pourquoi? Parce que Star Wars, je peux comprendre parce que c'était globalement des images de medley comme ça pour illustrer. Mais le bossu, comme il y a quand même beaucoup d'illustrations, mais il y a aussi le moment de la course-poursuite de Frollo où là, vous êtes parfaitement, en lien, Synchro, avec ouais. avec ce qu'on voit quand même. Alors, Tu vois? on a quand même un tempo, tu vois? Mais je veux Ouais. dire, c'était le moment du chœur et donc pour que le chœur prenne son ampleur, il fallait pas qu'on soit, enfin, tu vois, il fallait que, par exemple, après le Olim, le chant grégorien, il fallait laisser une respiration. Donc du coup, c'est pas quelque chose que tu vas métronomer, tu vois? En fonction de l'ambiance dans la salle, en fonction de comment les gens vont réagir. Et puis, tu as des moments où tu as ces envolées lyriques. Voilà, le chef, il va ralentir. Notre-Dame. Et après, tu pars sur le A. Enfin, il y a tout un jeu de rythmique qui est aussi très compliqué à gérer au clic. Et puis, voilà, pour répondre à ce que j'expliquais au départ, c'est-à-dire que ce concert a été fait pour faire plaisir au public, mais aussi plaisir à ceux qui l'interprétaient. C'est-à-dire que quand arrivaient des moments pour certains, bah, il fallait que ces moments soient vécus pleinement. Et pour nous, c'était le Bossu de Notre-Dame. Et quel contraste avec, juste avant, c'était Hercule chanté par des enfants, que j'ai personnellement adoré aussi, mais du coup, tu avais un contraste entre le côté hyper festif, de 0 en héros avec les gamins sur scène qui s'éclatent et hop, on lance la séquence suivante et là, tu as un chœur très solennel qui chante, en latin. Et c'est là qu'on voit tout le génie d'Alan Menken qui arrive à faire Bah, des ouais. trucs différents et incroyable. Compositeur, ouais. Il y a Timon Timové là qui est en train de nous. Alors il y a déjà Alexander qui nous demandait s'il y avait une voix off pour accueillir le public. Il n'y avait pas de voix. Enfin, si, il devait y avoir une voix off qui disait bienvenue au concert, je sais pas quoi. Mais après, c'était présenté sur scène par Maxime Guény pendant tout le spectacle. Donc c'est lui qui faisait les allées et venues pour venir entre chaque séquence. Chris, c'était comme ça aussi ou pas Oui, c'est Maxime Guény aussi qu'on a eu et apparemment il est sur toute la tournée. Donc je pense que la présentation reste la même pour le coup, malgré le fait que, comme je disais, les tableaux n'étaient pas forcément dans le même ordre que vous les avez eus, mais c'était bien lui et voilà, qui nous a fait une bonne présentation quasiment à chacun des tableaux. Et c'était un peu innovant aussi des fois dans sa manière de présenter parce qu'il était dans les coulisses ou alors il était dans l'orchestre. Dans l'orchestre, ouais, je trouvais il présentait les musiciens, les différents instruments et tout. Donc ça, c'était chouette aussi de mettre un petit peu en avant aussi les musiciens parce que, bon, évidemment, dans un orchestre philharmonique, tu n'as pas le temps de présenter tout le monde, mais voilà, ça permettait au moins de. Non, mais il a pris le temps, puis il arrivait à glisser, ça se voit qu'il y avait la volonté de glisser quelques fun facts qui sont. Alors nous, on les connaît, mais c'est pas non plus de l'entrée de gamme de la fun fact comme ça, quoi. On cite les frères Sherman, on cite Alan Menken, on cite des choses comme ça, et donc ça me faisait plaisir quand même de me dire, bah, c'est bien quand même, on sent qu'ils ont envie de mettre en avant un vrai patrimoine culturel et pas juste un petit spectacle familial, parce que c'est vrai que parfois, bon, nous, on est très passionnés, donc forcément, on met Disney sur un piédestal, notamment au niveau de sa musique. Le grand public sait, sinon ce serait pas complet, sait que la musique Disney, c'est incroyable aussi. Mais bon, ils sont pas non plus en train de... Ils le vivent pas au quotidien comme nous, quoi. Donc en fait, tu pourrais te passer de dire tout ça, et il l'a fait. Donc moi, je trouvais ça sympa qu'il parle de ça. Ouais. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé très bien. Alors, je le connaissais pas vraiment avant, mais il a su en tout cas bien tenir la salle. La salle était vraiment réactive à ses interventions. Et je trouve qu'il avait un côté un petit peu comme tu aurais pu trouver dans les émissions télé de variété qu'on avait dans les années 90. Moi, j'ai trouvé très bien. Même genre, A priori, Timon Timové n'est pas d'accord, si je lis bien les commentaires, mais bon, moi je l'ai trouvé très bien et j'étais à la même séance que lui. A aimé, c'est ça la question. Est-ce que Timové a aimé quelque chose? Bah non, sinon il s'appellerait pas Timon Timové. Je pense que si je dois rebondir sur ces réactions, effectivement, la salle, c'est pas la Philharmonie de Paris. Et que à certains endroits, sur les côtés principalement,
j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi c'était pas adapté. Bon, malheureusement, et c'est l'ambition des grands concerts. C'est difficile d'arriver, quand on n'est pas dans des salles faites pour la musique, d'arriver à être irréprochable. Après, sur l'animation de Maxime, je suis ravi de t'entendre dire ça, Chris, sur la tournée. Je défie qui que ce soit d'être à l'aise en 24 heures dans une salle devant 24 000 personnes, quand bien même c'est ton métier. Nous, on avait l'assurance d'être dans le chœur et du coup d'être tout aussi fébrile malgré le fait de pouvoir être masqué par l'effet masse. Mais j'ai eu l'occasion moi-même de me produire dans ma vie dans des grandes salles. Ça reste toujours quand même des moments très, très, très impressionnants. Et oui, et c'est aussi la magie du live. On a le droit à l'erreur, je pense, et d'écorcher des noms. Maintenant, voilà, il y a aussi une école de formation qui n'est pas l'école américaine en France, clairement. Et j'ai eu beaucoup d'échos, notamment sur les tableaux de danse qui n'étaient peut-être pas au niveau de ce qu'espéraient voir les gens. Encore une fois, c'était un concert, c'était pas un spectacle. Ouais, moi, je l'ai pris comme ça, moi. Ouais, j'ai trouvé ça suffisant, ouais. Moi, je l'ai pris comme ça. Bien sûr, j'ai vu, comme tu dis, que le niveau de danse on n'était pas sur l'Opéra de Paris ou sur un ballet, quoi. Mais Voilà. j'ai apprécié l'effort de montrer ça, notamment sur le Bossu Notre-Dame. Et en fait, tu disais, c'est pas ce que les gens attendaient. En fait, les gens, ils avaient rien à attendre sur ce niveau-là, parce que personnellement, j'étais même pas au courant qu'il allait avoir des danseuses de ballet sur ce spectacle. Donc, je prends, quoi. Je vois qu'il y a un effort. Et puis, il y a des danseurs sur beaucoup de tableaux. Donc, c'est déjà un beau cadeau, je trouve, déjà d'avoir un spectacle qui n'est pas juste un concert. Je peux même aller dans le détail en termes au-delà du même l'écran était top. Ça peut paraître bête, hein, mais moi je suis sensible aussi à la qualité d'image aussi. J'étais tout devant, l'écran était top, la luminosité, l'image, c'était que des images restaurées, etc. Donc ça fait partie aussi de l'impression que j'ai eue de voir quelque chose de travaillé pour aussi visuellement. C'est pas juste à entendre, c'était aussi à regarder. Et on peut ajouter aussi la présence des personnages Mickey et du capitaine Jack Sparrow aussi. Alors moi, Jack Sparrow, par contre, je l'ai trouvé super cool, mais c'est vrai qu'en fait, la musique est tellement épique sur cette séquence-là. qu'en fait, voir Jack Sparrow qui fait des mimiques constamment, etc., quand c'est les séquences musicales amusantes de son thème instrumental, très bien, mais quand c'est des grands moments épiques, etc., quand c'est Up is Down, qui est une des pistes de Pirates des Caraïbes 3, où il y a le bateau qui se retourne à l'envers, la musique est géniale, ça a été ma sonnerie de téléphone pendant 10 ans. Non, pas ma sonnerie de téléphone, mon réveil, pardon, c'était mon réveil tous les matins. Et donc, ce genre de choses, oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu incongru de le voir en train de gigoter, d'autant plus que comme j'étais au premier rang, j'ai eu droit à taper dans les mains, etc., parce qu'il passait autour de nous, quoi. Mais oui, bon, d'ailleurs, ça, tu vois, il y a une. Mais ça va dans le personnage. Ils ont adapté, et puis il devait faire vivre, il fallait qu'il fasse vivre, j'imagine, son moment, parce qu'il va pas rester là immobile pendant, je sais pas combien, pendant beaucoup de minutes. Il y a eu des choses qui ont été modifiées entre le samedi et dimanche, d'ailleurs, à ce propos. La première, c'est qu'il avait des pistolets le samedi, le dimanche, il avait un sabre. Et le samedi, il est descendu dans le public. C'était le cas à la répétition, il est aussi descendu dans le public. Et le dimanche, en fait, ils l'ont fait rester sur scène parce que justement, ça sortait les gens du concert. Ouais, ok, je trouve que c'est cohérent. Après, ça m'a pas gâché le moment. Je pense que le Pirate, c'était mon deuxième moment préféré, perso, après le Bossu. C'est pas uniquement une question de technique, parce que je pense que Star Wars était beaucoup plus poussé techniquement, mais c'est juste que j'adore tellement les musiques de Pirates des Caraïbes. C'est des musiques qui ont tourné chez moi pendant toute la période où c'est sorti. J'étais fou à chaque sortie de BO. Donc, pour moi, c'était. On a une question. Pour moi, c'était dingue. Oui. L'apprenti sorcier, ouais. Dans le medley d'ouverture. Oui, il n'y avait pas Indiana Jones, si c'est ça la question, ni Willow, mais Indiana Jones, on s'était posé la question pendant l'entracte, on se dit ça pourrait, mais c'est pas obligatoire, quoi. Enfin, ça dépend. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Moi, j'aurais bien aimé Avatar quand même si c'était du 20, j'aurais trouvé ça sympa. Le deuxième film est sorti il y a pas si longtemps, c'est encore frais dans les esprits, et il y a des belles choses quand même dans la partition d'Avatar, mais bon, après, voilà. En même temps, je vois rien à retirer de ce qui nous a été présenté perso. Un truc que je me suis dit, c'est que toutes les années 90, enfin la renaissance Disney,
Bon, à part Bernard et Bianca au pays des kangourous, comme d'hab, mais sinon, toute la Renaissance Disney était présente. De la petite sirène jusqu'à Tarzan, il y avait tous les films. Ouais. Alors, donc pour nous, qui sommes globalement de cette génération-là, on est trentenaires, on a grandi dans les années 90, c'était génial, quoi, parce qu'il y avait tous nos films, quoi. Et les grands classiques ont quand même eu leur moment en ouverture. Et il me semble qu'il n'y a que Le Livre de la Jungle qui, lui, a eu son vrai medley parmi les films plus anciens. Et après, voilà, il y a Pixar qui a eu un beau medley. Il y a eu le jazz, on n'a pas parlé du jazz. Ouais, c'est pas mal ça. T'as vu le jazz, toi, Chris? Non, pas du tout. Je l'ai vu dans ta liste. Alors attends, je le recherche. C'est un segment qui comprenait 100 Dalmatiens, La princesse à la grenouille et Les Aristochats. Ouais, c'est ça, et c'était un jazz band sur scène. Alors moi, par contre, c'était mon seul défaut d'être tout devant pour cette partie-là. C'est qu'en fait, du coup, j'entendais pas très bien les instruments qui étaient sur les deux côtés, l'extrémité de la scène. Et je pense que les gens derrière entendaient mieux parce qu'ils entendaient le retour son des enceintes. Parce que moi, en gros, les enceintes, elles étaient globalement au-dessus de ma tête, très très haut, mais dirigées vers derrière moi, quoi. Donc en fait, moi, pendant tout le concert, je n'ai jamais entendu les enceintes. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais entendre le vrai orchestre et les vraies voix. Mais c'est le seul moment où on ne peut pas faire de miracle quand dans une salle aussi grande avec un piano, un saxophone qui joue sur les côtés, je ne pouvais pas les entendre. Mais quand j'ai revu des vidéos de gens qui ont filmé, notamment toi, Laura, j'ai vu tes stories sur Instagram où tu étais un petit peu plus loin que moi quand même, donc tu es toujours suffisamment prêt pour avoir un bon son, mais aussi pour avoir un petit peu ce retour-là. J'entendais qu'on entendait très bien le retour jazz. C'était vachement sympa d'avoir fait ça. C'est pas le style de musique que les fans Disney semblent plébisciter le plus, mais ça fait partie de l'histoire de Disney. C'est un peu toute cette période un peu années 70, sympa, Aristochats, Livre de la Jungle et tout Mary ça. Poppins aussi, ouais. Ils ont mis Mary Poppins, et ils ont intégré justement La Princesse et la Grenouille aussi. Ça a été l'occasion de lui donner son moment. Donc super cool. Et en medley, je me permets, faudrait qu'on parle peut-être de Pixar aussi, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, j'ai trouvé, dans le choix des musiques, avec un final Coco aussi, pour finir sur une chanson. Et ils ont osé, par exemple, Married Life, qui est l'ouverture de là-haut au piano, très larmoyante, où il n'y a plus un seul bruit dans la salle. C'était culotté, ça. C'était très impressionnant. Pour le vivre sur scène, c'était très, très impressionnant parce que Mathilde, donc, qui était au piano à l'orchestre, a été la pianiste qui nous a accompagnés pendant toutes les répétitions. Je ne sais pas quand elle a dormi et je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas avoir d'inflammation à ses doigts quand elle nous a accompagnés. Il faut savoir que les répétitions, quand on avait une répétition, ça durait de 10h à 19h. Donc, c'était des journées entières de répétition. Donc, cette femme, elle joue mais divinement du piano, debout d'ailleurs. Quand elle en a marre d'être assise, elle était là. Le chef de chœur disait allez, on prend page 3, mesure ce machin, et puis en 30 secondes. Elle était impressionnante, cette fille. Et quand elle a ce moment dans la salle où elle fait ses 3 notes de piano sur là-haut, et qu'on n'entend pas une mouche voler, mais vraiment même pas quelqu'un qui tousse ou un bébé qui chiale et tout machin. Enfin, les 2 soirs, c'était des moments suspendus, ce truc-là. Et que dès que ça commence, on entend juste sur les 2 premières notes toute la salle qui fait « Oh !» Et ça, en fait, c'est ouf. C'est ouf parce que je pense qu'on en était tous là. On en était tous là à ce moment-là d'être... Pas un bruit, je veux profiter de chaque note et chialer ma race. Et après, ça repart derrière sur les Indestructibles. Enfin, c'était incroyable. Ah oui, les Indestructibles, c'était top aussi. Alors moi, j'ai pleuré pour un morceau Pixar, mais c'est moi parce que cette musique-là me fait chialer à chaque fois. C'est celle de Nemo. Avec l'intro de Nemo. Celle-là, il m'a fallu 3 secondes et j'étais en train de chialer. Ah ouais, non, celle-là, elle est... oh là là, c'est trop beau. Ouais. Ouais, non, mais c'était cool. Et oui, un petit détail aussi. Alors, moi, personnellement, c'est pas mon kiff premier, mais j'ai apprécié aussi que sur Cars, il y avait une guitare électrique, par exemple. Donc, ça fait partie des petites choses comme ça qui sont cool et où on sent qu'il y a une volonté de reproduire aussi les ambiances des films qui sont là, quoi. Parce que, Cars, c'est des courses en voiture, etc. Puis, j'ai vu, le lendemain, j'ai fait regarder des stories de gens anonymes sur ce concert. Et il y avait plein d'ados ils ont filmé ce moment-là, en fait, le moment Cars, avec t'entends leur voix derrière, ah, le
best, machin, ils sont à fond, etc. Parce que c'est leur film, quoi. Ciao. Non, mais c'est important aussi d'avoir ces films-là aussi. Enfin, voilà. De toute façon, les années 2010 ont été plutôt très bien représentées. Hein. Il y avait Vaiana, il y avait La Reine des Neiges, etc. Et donc Cars sur le moment Pixar. Donc c'est cool aussi de penser aussi aux plus jeunes qui ont grandi avec ces films. Puis Cars, c'est cool aussi. Hein. C'est les suites qui sont pas cool. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur Vaiana, sur les tableaux Vaiana. Globalement, les gens ont adoré ces tableaux avec Cerise Calixte. Cerise Calixte qui se donne énormément sur scène, d'ailleurs, pour son rôle et son interprétation, et qui a été en charge aussi de former les enfants de l'Académie des 100 pour tout le passage sur Hercule. Voilà, c'est une histoire de famille aussi, ce concert, hein, puisque c'est son père qui est à la mise en scène. Donc on sent qu'il y a un vrai amour de Disney, des chansons de Disney, et Cerise Calixte serait la Anne Maison de 2023 pour répondre aux éléments. Mais il y a plein de choses sur lesquelles moi je regrette parfois qu'on n'ait pas justement ces ambassadeurs du Disney Club ou de Anne Maison qui ne soient pas plus présents sur les événements Disney aujourd'hui. Je pense notamment typiquement à l'avant-première de Wish, ils auraient gagné à être présents sur le tapis rouge. Enfin, il y a des actes manqués sur cet anniversaire, clairement. Mais pour tout le reste, honnêtement, je pense que on a su vous offrir et se faire plaisir aussi. Tu vois, tu disais la chance qu'on a dans les années 90 d'avoir grandi sur ce second âge d'or et de pouvoir entendre les chansons. Mais imagine-toi, moi, la sensation que j'ai pu avoir d'être dans le cœur de Prince Ali. J'ai eu des grands moments pour moi, le concert, quand j'ai vu la partition et j'ai vu que je hurle à tue-tête chez moi, hein, et que je mets la chanson en repeat one, tu vois, Prince Ali. J'adore vraiment cette chanson. Et la première fois qu'on l'a chantée en chœur, tous ensemble, d'abord à 50, c'était fou, et puis à 150, et puis à 310, mais je n'en pouvais plus. Je ne lisais. Il y a plein de moments d'ailleurs dans le concert où en fait je ne lisais pas ma partition tellement j'étais transcendé par ce que je faisais. Prince Ali en a fait partie. Tant et si bien qu'après, dès que le morceau se termine et qu'il faut passer à la suivante, je suis là. Putain, je tournais plein de pages. Et là, on était un peu en panique. Est-ce que les paroles, vous les avez cherchées parce qu'en fait, notamment sur Peter Pan, moi, ça m'a un petit peu sorti du truc parce qu'il y a la même faute que sur Disney Dream où tu as « Et sa lumière paraît », alors que dans le film, c'est « Et sa lumière t'appelle ». Et je me suis demandé aussi pour les chœurs derrière, parce que j'ai une petite anecdote perso sur ces chœurs, les danseuses qui chantent derrière le génie au balcon. Nous, on avait les chanteuses sur scène qui prenaient ces chœurs-là. Et c'est des paroles où, avec David, on a passé des heures à essayer de comprendre ce qui se disait. Du coup, je me demandais... Tu veux que je te dise ce qu'elles disent? Normalement, on le sait. Voilà, mais où est-ce que vous avez récupéré ces paroles? Est-ce que c'est Disney France qui vous les a passées? Est-ce que vous avez dû des fois faire des recherches un peu plus poussées? Alors, comment dire, la partition est une adaptation pour le concert Disney 100. En revanche, c'est des partitions brandées. Donc, c'est des partitions Disney, tu vois, avec le logo marketé Disney. Donc, nous avons la musique originale du film. Et donc, on a les paroles officielles en français. Je ne sais pas pourquoi pour Peter Pan, c'est de la lumière paraît à la lumière t'appelle. Ça, malheureusement, nous, on a la lumière paraît écrite. En revanche, il y a eu pas mal il y a des moments où on a réécrit les bonnes paroles parce qu'il y avait des erreurs parfois à l'impression. Donc, il y a des trucs qui ont été réadaptés, notamment Nuit belle nuit, sur Peter Pan, sur Pinocchio, pardon. On a réadapté aussi, je ne sais plus, il y a 2-3 petites corrections comme ça qui ont Nuit été belle faites. nuit, c'est la Belle et le Clochard. Tu penses bien à celle-là? Nuit belle nuit sous un ciel d'Italie. C'est la Belle et le Clochard. Et voilà, la Belle et le Clochard. Et alors, je vais vous dire ce que disent les C'est femmes. la seule chanson, je crois, qui apparaît 2 fois parce que du coup, vous l'avez chantée dans le medley, mais elle est aussi chantée en Kenji solo. Girac qui est venu nous piquer la vedette. Exactement. Exactement. Chacun donnerait sa vie pour aller vivre. Moi, ce que j'avais retranscrit, c'est ce Prince Ali n'est vraiment pas banal, super original, il est royal. Les femmes sont fanas de ce super mal. Vous remarquez que je commence à chanter, je peux pas m'embêter. C'est un bâton, il y a un vainqueur. Et je crois qu'il m'a touché en plein cœur. C'est un vrai Casanova, il y a bas à bois. Alors, à toi, Thomas. Attends. Alors, je suis sur. Ne ferme pas les yeux. Non, ça, c'est ce rêve bleu. Tac. Bande de Vanard, dégagez le bazar. Ça y est, j'y arrive. Bande de quoi? D'Abu Dhabi, Abu de Braïla. C'est
Les caravanes devant qui se pavanent. C'est une super ménagerie. Alors attention, les paroles des bonnes femmes, c'est ça. Ah ça non, il n'est vraiment pas banal, super original, il est royal. Toutes les femmes sont fans de ce Superman. C'est un battant, un guerrier, un vainqueur. Moi, je crois qu'il m'a touché en plein cœur. C'est fatal, je me sens mal. Allez, à bas boire. Bon, tu m'enverras ce que tu as dit parce qu'il y a des petites différences avec le mien. Ouais, Par surtout contre, à sur la mon phrase de avis, fin. ouais, mais à mon avis, je pense que c'est super mal et pas Superman parce que ça rimerait pas avec le reste. Ouais, je Mais pense aussi. on checkera tout ça. Des singes pensants. Des singes savants. Et moi, mon passage préféré, c'était vraiment. C'est un cadeau, un vrai trésor. C'est un cadeau, un vrai. Avec 30 éléphants qui jouent les acrobates, des ours et puis des lions au son du clairon. C'est 40 fakirs, sa batterie de chef, ses oiseaux qui C'était ouf. Franchement, j'en peux plus. Rien que d'y penser, c'était fou. Et du coup, alors moi, mes deux passages préférés, je les ai déjà mentionnés puisque j'ai eu l'occasion d'en parler, c'était le Bossu et Pirate. Les filles, vous voulez peut-être parler d'autres moments qui vous ont particulièrement marqué? Écoute, moi, principalement, le passage qui m'a marqué, c'est le tableau de Vaiana. Alors, sur la version tournée, on n'a pas eu Bling Bling et l'Explorateur. Néanmoins, j'ai trouvé la performance de Sir X Calixte incroyable. Je m'attendais pas. Alors, je l'avais déjà entendu chanter et tout ça, mais c'est vrai que il n'y avait pas une fausse note. Elle a tout donné. C'était impressionnant. Et du coup, c'était hyper puissant. La salle était hyper réactive. J'ai pleuré. T'avais quand même tous ces passages aussi avec les tambours, les gros tambours japonais qu'ils avaient quand même sur scène, qui donnaient une puissance incroyable. Enfin, vraiment, ça a été... c'était vraiment une montée en puissance sur tout le long du tableau. Et, c'est un très beau moment qui faisait d'ailleurs déjà partie du concert que j'avais vu en 2021. Donc qui est déjà intégré à Disney dans le concert et qu'on aura peut-être à nouveau l'année prochaine dans ce qui sera proposé. Mais c'est vrai que c'est chouette. En fait, Cerise Calixte fait quasiment tous les concerts de Disney en concert, j'ai l'impression. Et pareil, je pense pour Charlotte Hervieux, il y a souvent ces deux grands moments qui sont Vaiana et La Reine des Neiges. Et Charlotte Hervieux aussi, moi je l'ai trouvé top. Alors bon, après on n'a jamais de doute, mais moi celle qui m'a impressionné particulièrement sur La Reine des Neiges sur le coup, c'était Emmylou Holmes qui a chanté Le Renouveau, où en fait j'avais jamais réalisé à quel point cette chanson était parce elle paraît légère comme ça, etc. Mais en fait, sa voix, elle doit monter super haut quand même. Et elle l'a tenue sans aucune fausse note, en tout cas samedi. Hein, mais bon, Dimanche, suppose pareil, que c'est pas vrai, voilà, j'imagine. Et j'étais hyper impressionné par sa prestation. Et l'autre voix qui provient des films aussi, que j'ai trouvé très juste, enfin, il y en a deux encore, pardon, mais bon, c'est Patrick Fiori. Franchement, la même voix, quoi. Alors, Patrick Fiori, tout le monde le connaît, hein, donc on n'a pas non plus de doute, mais quand tu le vois sur scène et qu'il arrête, tu te dis, ah oui, bah oui, Patrick Fiori, quoi, quand même. Hein, donc, je pense que. Alors, je sais que le samedi, moi, quand j'y étais, il s'est trompé sur une phrase. Alors, du coup, il y a un peu des gens qui ont commencé à dire, ouais, il connaît pas les paroles, je sais pas quoi. Bon, pardon, enfin, je veux dire, il s'est trompé sur une phrase. À part si vous le saviez, c'était juste quand même sur tout le truc. Mais c'est surtout, ça n'enlève rien à la performance vocale, etc. Il était vraiment à fond. Et l'autre, c'est Debbie Davis. Pareil, quand elle chante l'histoire de la vie, en plus, avoir ça en finale, pour moi, c'était un moment très étrange, en fait. C'est un peu le moment où tu te revois gamin avec ta VHS du Roi Lion et tu te dis, mais attends, j'entends la voix, ils ont mis le CD ou quoi? Non, non, elle est là, elle est en train de le chanter, elle a toujours la même voix, quoi, c'est dingue. Elle a l'air, je sais pas, il y avait une sorte d'émotion qui se dégageait d'elle aussi, où tu sens qu'elle n'a pas non plus l'occasion de le faire si souvent que ça, et là, d'avoir autant de monde devant elle, etc., qui l'acclame, etc. D'ailleurs, un petit détail que j'ai trouvé dommage, c'est que ça n'était jamais dit quand c'était les vraies voix venant du film ou pas. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir une raison derrière ça, mais on sent que quand elle est arrivée, des gens savaient. Alors, sur les 25 000, pas les 25 000, mais il suffisait qu'il y ait juste 5 000 personnes qui savaient que c'était elle. Les gens, globalement, les voilà. retours qu'on a, c'est que même si tu ne savais pas qui était Debbie Davis, tu entends sa voix et tu réalises. Ouais. Ce qui est assez fou avec Debbie Davis, c'est quand on a fait la générale le vendredi soir, elle s'est mise à pleurer à la fin du morceau, elle s'est retournée vers le chœur et elle nous a remerciés pendant 3 minutes, tous, pour nous dire à quel point ça l'a bouleversée d'être là et qu'elle était heureuse et que ce qu'on faisait tous ensemble, c'était incroyable et que c'est du once in a lifetime.
Le fait que tu viennes raconter ça, tu viens d'enjoliver encore plus le moment que je viens de raconter. Parce que je sentais une émotion chez elle, mais parfois, tu sais, on se dit, ouais, en fait, tu es en train de projeter ta propre émotion sur la personne. Tu te dis que c'est émouvant parce que c'est toi qui es ému de la voir. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc, même quand tout le monde partait après le final, c'était une des dernières à partir, toujours retournée vers le public comme ça, à sourire. Elle vivait son moment, elle a été d'une générosité avec l'orchestre, avec le chœur, mais incroyable. C'est une femme, franchement, c'est des moments de vie, à mon avis, que personne n'oublie, ni dans la salle, ni sur scène, ni elle-même, je pense. Parce que, comme tu le dis, elle n'a pas eu l'occasion jamais de chanter cette chanson dans ces conditions-là. Donc c'était un autre grand moment. 2-3 anecdotes peut-être avant que l'émission se termine, que je fasse profiter un peu de ce que nous, on a pu vivre dans le concert. Un truc rigolo, c'est que je ne sais pas si ça se voyait dans la salle, mais nous tous, individuellement, dans le chœur et dans l'orchestre, nous étions avec une oreillette dans les oreilles. C'était notre seul moyen pour entendre correctement ce qu'on faisait. Parce que c'était tellement grand, on était tellement loin les uns des autres que pour arriver à être en place, pour s'entendre et pour arriver à travailler correctement, il fallait qu'on ait ces oreillettes-là. Autre sujet, dans ces oreillettes, en fait, on entendait aussi le chef de chœur nous donner les tops debout, top assis, top debout, top assis. Donc, c'est comme ça qu'on arrivait à être très synchrone sur notre mise en scène. Et après, je voudrais remercier tout le public du samedi soir et du dimanche infiniment pour leur énergie. Particulièrement celui du samedi soir à un moment qui nous a tous fait vraiment pleurer. C'était la chanson des lanternes dans Réponse, où on a commencé à voir une lumière de téléphone s'allumer, puis 2, puis 5, puis 30, puis 100, puis 500, puis 24 000. Et là, je vous assure que quand, en fait, on voit spontanément les lumières qui s'allument dans la salle et que cette chanson retentit en même temps, c'est... je ne crois pas avoir été aussi bouleversé par un événement de vie positivement autant que ce truc-là. C'est comme tomber amoureux, tu vois, c'est fou. C'était assez dingue. Et du coup, on avait tellement d'attentes sur le dimanche. Mais tellement d'attentes sur le dimanche. C'était pas reproduit, on était tellement déçus. Mais on l'a fait sur le Roi Lion, par contre, sur la Montbéliard sous les étoiles. À un autre moment, Montpellier, c'était sur le Roi Lion. C'est magique, On n'a pas eu réponse aussi. Pareil, complètement différente. À Montpellier, ça a eu lieu aussi? Sur le Roi Lion, sur la Montbéliard sous les étoiles, parce qu'on n'a pas eu réponse, en fait, à Montpellier, malheureusement. Ah, voilà. Mais bon, du coup, ça a fait quand même un très joli moment. Ah non, mais c'est magnifique, ce moment-là est vraiment magnifique. Et en revanche, le dimanche, le public, vous nous avez donné une énergie de malade. On a fait une hola pendant l'entracte. Oui. C'était génial, génialissime. Donc sur ça, merci, franchement, c'était ouf. C'était trop ça. Je voulais juste dire un mini mot parce que c'est vrai qu'on est pris par le temps, c'est dommage, on aurait voulu parler encore un peu plus. Mais moi qui suis fan de Tarzan, je dois dire que je suis toujours attristée de voir qu'il est toujours mis de côté. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce de l'orchestre, je savais que je voulais y aller parce que j'adore ça. Mais quand j'ai vu en plus que Tarzan était cité dans les films, je me suis dit c'est pas possible. Parce que c'est vrai que je l'avais jamais entendu jouer en fait dans un orchestre. Et quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit bon bah j'espère que c'est vrai quoi. Et c'est vrai que jusqu'au dernier moment j'ai eu peur. Et à partir du moment où il a été présenté, il y a eu toute la partie Tarzan, c'était juste incroyable. En plus, il aurait pu être présent en medley. Hein. Il aurait pu être présent juste vite fait, un bout de chanson avant. Ah ouais, non, puis t'as vraiment eu un vrai moment quoi. Avec les chœurs, c'était vraiment incroyable. Il y avait quand même deux chansons et une partie instrumentale, la toute dernière avec la reprise de Monde. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc, je voulais juste souligner le fait que c'était vraiment génial d'avoir mis pour une fois ce Disney-là en lumière parce que c'est vraiment trop rare. Pour ce tableau, on avait dans l'orchestre des percussions uniques puisqu'il y avait
tout un pan avec des casseroles, des bouteilles. Il y avait même la machine à écrire. Enfin, vraiment les mêmes instruments que la scène de Zoubidou Jabeda là, dans le film, pour arriver à être le plus authentique possible au niveau du son. Et vraiment, il y a vraiment un immense travail qui a été fait par l'ensemble du Sinfonia Pop Orchestra pour arriver à... Parce qu'on sait que quand on fait un concert sur des icônes de la culture pop, il y a des exigences qui peuvent être telles parce que c'est des gens qui ont saigné les disques, c'est des gens qui ont saigné les vidéos, qui ont saigné les trucs. Et si tu débordes d'un millimètre une interprétation ou quelque chose du CD, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des concerts live, mais qui se rendent à cela, peuvent, malgré l'ampleur et la réussite du truc, être un peu déçus quand ça déroge du truc. Et moi, globalement, ce que je ressens de ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on était quand même le plus proche possible de ce que les gens avaient eu l'habitude d'entendre toute leur vie. Et du coup, ça, on s'en rend pas compte, mais c'est une vraie prouesse. Il y avait tous les instruments sur scène qu'il y avait aux enregistrements des bandes originales. D'origine, ouais. Moi, j'aurais juste voulu parler, il nous reste encore un tout petit peu de temps, parler de 2 séquences qu'on n'a pas évoquées, ou pas beaucoup. C'est Hercule et Encanto. Voilà, je vous les balance comme ça. Ouais. Hercule, c'est quand même le passage des enfants. Alors moi, perso, je m'attendais pas à ça forcément, et j'ai trouvé tout de suite ça génial, en fait, de me dire, après tout, mettre en avant des enfants aussi sur un concert Disney, ça a aussi du sens, et de le faire sur le monde qui est le mien. Mais alors moi, je suis le genre de mec qui va sur YouTube et qui regarde les chorales de je sais pas quoi, qui reprennent les chansons Disney. Je me dis, ah mais en fait j'ai mon moment en vrai comme ça, et j'ai trouvé les gars, enfin voilà, les gamins, ça se voyait qu'ils étaient tellement contents d'être là, etc. Ouais. Et après ils ont leur moment de 0 en héros où là ils peuvent se lâcher, puisque le monde qui est le mien, on sent que c'est le moment un peu technique où il faut y aller, il faut donner de la voix, il faut faire des jolis moments. C'est pas simple en plus, parce que comme c'est pas un seul enfant qui chante toute la chanson, il faut savoir à chaque fois prendre juste sa phrase, ou façon, mais déjà avec en le chantant juste. Et de 0 en héros, ça faisait plaisir de les voir tous s'éclater. Ça m'a fait rire aussi à la fin. Il y a un gamin à qui on demande ses impressions. Je sais pas, il nous a sorti un truc. J'ai oublié un peu exactement ce qu'il a dit, mais on avait l'impression que c'était un pro. Tu sens que le gamin, il a The Voice toutes les semaines et qu'il va te sortir le truc. Oui, alors le public nous a vraiment donné de l'amour. C'était incroyable. Enfin voilà. Et l'autre moment, c'était Encanto, parce que, enfin, ils ont quand même osé la chanson la plus compliquée possible, quoi. Enfin voilà, il y avait Ne parlons pas de Bruno, chanté par les vraies voix du film. C'est hyper dur, quoi, de faire ça. Et même aux États-Unis, ils l'ont tenté au Hollywood Bowl. Il y a une émission sur Disney Plus où on peut voir justement la retention de ce concert. C'est vachement dur, hein. Là aussi, il y a des petits moments où ça peut pas être parfait à 100%, etc. Et j'ai vu des gens, voilà, qui regrettaient que c'était pas parfait, mais en fait, c'est un peu impossible. Et là, ça m'a fait penser à ce que tu as dit quand tu disais que c'est difficile de prendre des risques et de pas être exactement comme dans le CD ou quoi que les gens écoutent en boucle. Je sais pas si les gens écoutaient Encanto en CD, plutôt sur Spotify ou sur TikTok. Mais et là, en fait, moi, j'ai pas trouvé que c'était faux. J'ai trouvé que c'était juste, mais en fait différent, simplement parce qu'il y a une vitesse qui est difficile à garder. Et forcément, comme je disais, moi j'étais tout devant, donc le moment de la madrigale, puisque ça s'appelle comme ça, ce moment final où il y a tout le monde qui chante en même temps sa partie, ça a super bien fonctionné sur moi. Alors c'est sûr, c'est pas quand tu es avec un 5.1 autour de toi, où du coup les voix se détachent tous, etc., et tu arrives à toutes les entendre, puisque là tout vient de l'avant. Mais bon voilà, enfin moi j'ai trouvé ça génial, et puis ça fait partie aussi des moments un peu culte, même si on n'en parle pas, mais pas beaucoup de ce moment-là. Mais pour moi, c'est un moment un peu culte de me dire, j'ai vu Ne parlons pas de Bruno chanté par les vrais chanteurs du film en live devant moi. Et c'est trop cool de me dire ça, un peu comme Debbie Davis, mais pour des raisons différentes. Puis Debbie Davis, on l'a dit, il y a une émotion différente et supplémentaire. Voilà. Mais bon, on pourrait dire ça de Patrick Fiori, etc. Même si on adore aussi tous les chanteurs qui étaient là et qui ont repris des chansons qui ne sont pas les leurs dans les films, hein, notamment des chansons plus anciennes. Il y a eu beaucoup de talents qui étaient là sur scène, mais il y a forcément quelque chose d'un peu magique d'avoir la vraie voix qui est là. Et voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Si je peux revenir sur ça, parce que du coup, sur la tournée, évidemment, on n'avait pas le casting. Du coup, il y avait les 4 solistes. Et les 4 solistes ont fait Ne parlons pas de Bruno en récupérant chacun au moins 2 voix. Et ils n'ont vraiment pas une seule fausse note. Ils se sont super bien débrouillés. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'effectivement, c'est déjà compliqué, je pense, quand tu as
plusieurs voix, mais au moins chacun a sa partie. Là, ouais, ils se retrouvaient à faire 2 rôles en même temps. C'était vraiment, c'était super chouette, quoi. Ouais, moi, le moment qui me fait toujours un peu flipper pour la personne qui va le faire, c'est le moment de Dolores où elle doit faire son passage extrêmement rapide qui ressemble presque Oui. à du rap, la partie un peu hip-hop. Et quand elle est arrivée sur scène, je lui dis pitié, vas-y, ça va être bon, etc. Et c'était nickel. Enfin voilà, et j'ai toujours peur qu'on l'entende pas, etc. Alors après, je sais pas derrière, hein, moi je parle pour moi devant, etc. Mais c'était juste, etc. Parce que là, en plus, si jamais tu te trompes d'un mot, c'est foutu, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement haché et rythmé sur le moindre mot que tu peux pas faire une Patrick Fiori sur Comme un homme et puis réussir à rattraper ton coup. Là, comment tu fais, tu vois, pour rattraper ça? Et non, elle était... Bon, après, j'imagine que cette chanson la poursuit toute sa vie, hein, depuis qu'elle l'a chantée dans le film, tout dans sa famille et ses amis autour d'elle. Mais bon, ça devait être valable pour les 4 ou 5, je sais plus combien ils étaient sur scène. Le succès de cette chanson a été tel que forcément, ça va les poursuivre. Quand ils seront vieux, ils diront, tu sais, je chante dans Ne parlons pas de Bruno. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moments encore je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Il nous reste. Non, il nous reste plus tellement J'aurais de voulu temps. juste évoquer Comme un homme, mais ouais, on n'a plus le temps. Ouais, moi, j'aurais aimé vous raconter la tombée du rideau, comment on l'a vécu, la montée sur scène le premier soir, dans quel état on était dans les coulisses, comment s'est passé l'après-concert du dimanche soir, parce qu'on s'est retrouvés dans un bar, on était 50 plus tous les solistes et on a chanté debout sur les chaises. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était le moment où il y avait les gamins. Il y avait les gamins d'Hercule ou pas? Ouais, c'est là où il y avait les gamins. En fait, je suis allé voir après ce que c'était cette Académie des 100 et j'ai vu des stories de ça. Et j'ai vu que ça chantait aussi les gens. Il y avait les gamins, mais j'ai vu qu'il y avait des adultes. Donc ça devait être cette soirée où tu étais. Ouais. En fait, pour tout. Tu vas pouvoir le raconter sur le topic de Disney Central Plaza. Exactement. Que tu as créé toi-même 20 ans après ton dernier topic. Exactement. C'est pour tout fan de Disney, vivre ça de l'intérieur, c'était grandiose. Et j'imagine que dans les 300 choristes et dans les 100 de l'orchestre, il y avait autant de gens des années 80-90 que je l'ai été. Et je peux vous assurer que tous qui étions présents, les chefs d'orchestre, les chefs de chœur, les solistes, les machins, on a pris un plaisir mais immense à faire ce projet. Je pense que ça s'est ressenti sur scène. Voilà, on déplore les quelques problèmes techniques qu'il y a pu avoir, mais comme le rideau du début qui tombe sur le chef d'orchestre. Les retours qu'on a sont si agressifs, positifs. Ouais, et positifs que voilà. Merci pour tous ceux qui sont venus nous voir. Merci à tous ceux qui continuent de voir la tournée. C'est un chouette concert. C'était un plaisir d'y participer. Si vous avez d'autres questions sur les coulisses, n'hésitez pas à les poster sur Disney Central Plaza dans le topic en question. Et puis, je tâcherai d'y répondre avec plaisir et bonheur. Et moi, j'ai juste, puisqu'on parle d'événements, si vous voulez participer à un événement sympa entre fans à Paris, il y a ce week-end. Donc on a la dernière projection Disney 100 de l'année, puisqu'avec Chronique Disney et le Club de l'Étoile à Paris, on a fait plein de projections que j'ai eu la chance parfois d'introduire. On a eu Dingo et Max, Atlantide, on a eu La Planète au Trésor. Et là, c'est 2 films. Samedi, fin d'après-midi et soirée, il y a Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je ne sais pas à quelle autre occasion vous pourrez voir Chérie, j'ai rétréci les gosses au cinéma, et Hercule. Et moi, je ne serai pas là parce que je serai malheureusement en Californie, pas de bol pour moi. mais je serai avec vous par la pensée pour celle-là. Donc voilà, n'hésitez pas, il reste des places encore. Ça finit parfois complet, donc ne traînez pas non plus pour les prendre. C'est samedi soir à Paris, Club de l'Étoile, pas loin des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. Pour cette fin d'émission, pour vous présenter les réseaux sociaux. Je veux dire vous remercier tous les 4 pour cette émission qui était de grande qualité. Merci Thomas aussi pour les coulisses de ce concert. On avait prévu de mettre plein d'extraits vidéo si jamais on était nul et qu'on ne savait pas quoi dire. En fait, on a juste bouffé tout le temps qu'il y avait. Et on a encore des choses à dire. C'est ça, on pourra en parler pendant des heures, mais bon, ça sera pour plus tard. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Spotify, Deezer, pour écouter et réécouter nos playlists et nos podcasts. Donc avec les 2 chaînes Chronique Disney, le podcast, avec les épisodes patrimoniaux avec montage, et également Chronique Disney, le live, avec les captations audio de certaines émissions Twitch.
On peut également nous retrouver sur Facebook, X, Thread et Blue Sky, sur Instagram avec notre fil 100% parc et destination Disney, sur Twitch avec les lives toutes les 2 semaines, YouTube pour retrouver les replays de ces émissions des live Twitch, et également les podcasts et d'autres surprises. Vous pouvez également Letterboxd, le réseau sur lequel vous pouvez retrouver les listes de films concoctés par David, qui sont aussi présentes sur notre site. Disney Central Plaza, le forum de chronique Disney, vous aurez le topic sur le concert animé par Thomas. Et également, vous pouvez nous retrouver donc sur chroniquedisney.fr. Voilà, et je vais encore remercier donc tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Vous remerciez également tous les 4. Merci beaucoup et merci à Thomas, surtout qui était merci Thomas, c'était incroyable. C'était un plaisir d'avoir toutes ces anecdotes et ces informations sur ces concerts. C'est ça. Et on se retrouve donc pour le prochain live. Tu veux On dire se la dernière chose, Thomas? Pour le prochain concert dans 100 ans. Exactement. C'est ça. 2123. Alors par contre, cette fois-ci, ce sera le 7 novembre 2123 parce que ça tombe un samedi. Non, je sais pas. J'ai pas vérifié. Parfait. Et ben on se retrouve donc le 5 décembre pour nos films incontournables de Noël. Et on souhaite une bonne fin de soirée. À plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Merci de nous avoir suivis.